Bon, enfin, vous me connaissez tous. Et non, on s'est dit, la dernière réunion du petit groupe TRB Chambéry qu'on a eu, on s'est dit c'est bien, ce serait bien quand même qu'il y ait un petit peu plus de vie scientifique sur le bâtiment et qu'on essaye d'organiser une fois par mois ou disons une dizaine de fois dans l'année des petites conférences pas trop prétentieuses, donc vous attendez pas à avoir un truc extraordinaire, qui montrent un petit peu des choses sur lesquelles on est en train de travailler, des projets qu'on aimerait développer, sans que ce soit des vraies présentations scientifiques avec des résultats extraordinaires. Et du coup, après avoir fait un tour de table, Christian m'a proposé de faire quelque chose sur des travaux que j'ai faits sur le glaciaire de Patagonie. C'est pas vraiment un travail sur lequel j'ai beaucoup travaillé, hein. C'est quelque chose que j'ai abordé donc dans cette région, en Amérique du Sud, dans cette région-là. On est exactement au niveau du point triple, là où la dorsale qui sépare la plaque Nazca de la plaque antarctique passe en subduction sous les Andes. Et je ne vais pas du tout vous parler de ça. Donc au départ, si j'y suis allé, c'est parce que c'était au niveau du point triple, et donc on a étudié la géodynamique associée à cet objet. Mais bon, c'est une région dans laquelle aussi il y a beaucoup de glaciers, et du coup on en a profité pour faire un petit peu de géomorphologie glaciaire, et c'est les quelques résultats. Donc c'est quelque chose que j'ai fait un peu en dilettante, hein, en passant, on regardait les choses, et en fait, je m'y suis intéressé parce que vous savez qu'il y a beaucoup de tectoniciens, surtout dans les générations un peu plus anciennes, qui ne connaissaient pas beaucoup la géomorphologie, mais dès qu'ils voyaient un objet géomorphologique un peu bizarre, ils lui mettaient une faille active. Et donc j'ai eu des collègues comme ça, on en connaît dans les Alpes, mais il y avait même en Amérique du Sud, qui voient des failles actives partout. Et peut-être qu'il y a des failles actives, mais il y a des tas de phénomènes géomorphologiques qu'on peut expliquer par l'action des glaciers. Donc la calotte glaciaire de Patagonie, mon dernier maximum glaciaire, c'était un truc assez grand, hein, ça faisait des milliers de kilomètres de long. Les gens ont estimé la masse de glace qui était coincée sur la calotte glaciaire en Patagonie. Ça correspondait quand même à 1 mètre d'eau dans les océans, c'est beaucoup. Et ce qui me reste aujourd'hui, c'est les petites taches grises, là, ici. C'est beaucoup moins, hein, c'est 50 fois moins que la calotte glaciaire du LGM. Donc on estime qu'aujourd'hui, ça correspond à 2 cm d'eau dans les océans mondiaux. Et ça reste cependant la 3e calotte glaciaire en volume, en tout cas c'est ce que j'ai vu, après l'Antarctique et le Groenland, hein, même un peu plus que l'Alaska. Donc, vous avez des surfaces, enfin, vous avez trouvé des surfaces vraiment de calottes. Ah bah, il y avait une calotte glaciaire immense, et la trace géomorphologique, elle se voit très bien. D'ailleurs, le détroit de Magellan, c'est une ancienne vallée glaciaire. Hein. Si Magellan a réussi à passer l'Atlantique au Pacifique, c'est grâce au glacier qui avait creusé la vallée qui permettait le passage. 10 000 ans plus tôt, ça aurait été compliqué. Voilà. C'est la chance. Donc là, les calottes glaciaires actuelles vues par Google Earth, donc 3 calottes, ce que les Chiliens appellent le Campo de Hielo Norte, donc le champ de glace du nord, le grand champ de glace du sud, et puis la cordillère de Darwin, où Sandrine, à propos de laquelle Sandrine fait sa thèse. Donc il reste 3 petites reliques de l'ancien glacier. Et donc on voit bien la dorsale ici avec les failles transformantes. Et donc là où j'ai travaillé, c'est à proximité de cette calotte glaciaire nord. Vous avez le mont Saint-Valentin ici qui est au sommet, et je crois que les gens de glaciologie avaient fait un carottage dans des conditions très très difficiles. Parce qu'il y a beaucoup de vent, il fait froid, enfin, c'est toujours la tempête en permanence. Et donc moi je suis resté sagement dans la vallée au pied des glaciers, je les ai regardés d'en bas. Et vous avez un grand lac ici, qui est le lac qui porte, donc si on fait un zoom, alors c'est un lac qui est à la fois au Chili et en Argentine. Quand le lac change de pays, il change de nom. Au Chili, il porte le doux nom de lac Général Carrera. Et quand vous passez en Argentine, il s'appelle lac Buenos Aires, qui veut dire bon vent. Et effectivement, il y a en général, c'est un peu humoristique parce que le vent est un peu trop violent pour être très bon. Il y a toujours du vent qui souffle en permanence. Ce qu'on voit aussi un petit peu sur cette image, c'est que le côté chilien est très vert. Hein, c'est une forêt vierge froide, hein, donc très humide, avec une forêt vierge qui sur la côte est pratiquement impénétrable. Et puis le côté argentin, c'est très aride, puisque vous avez les vents en permanence qui viennent d'ouest, toute la précipitation tombe sur la cordillère, et puis derrière vous avez un effet de feu, vous avez un climat très sec, et vous avez, je crois, 200 mm de précipitation annuelle à l'est, et plusieurs mètres à l'ouest, et plus d'une dizaine de mètres sur les sommets. C'est qui le général Carrera?
Donc, je ne sais pas très bien, c'est le général de course, mais non, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est le MNTS-RTM, donc le lac Général Carrera. Ah oui, aussi, ce qu'on voit, c'est que associé au lac Général Carrera, il y a un autre lac qui s'appelle lac Cochrane. Alors aussi, quand on passe en Argentine, il change de nom, c'est plus Hérédon. Mais ces deux lacs, en fait, ils ont été unis pendant un temps, ça a été le même. Et c'est grand, hein, ça, d'un bout à l'autre du lac, ça fait 150 km. C'est des grands lacs. Le lac Général Carrera, il descend au moins à 600 mètres de profondeur. Donc c'est un lac très profond. On dit que c'est la plus grande réserve d'eau douce en Amérique du Sud. C'est des lacs importants. Donc là, le MNTS-RTM, il est un peu dilaté, mais on reconnaît le lac Général Carrera ici, le lac Cochrane là. On voit les cordons moréniques, les moraines frontales, c'est une ancienne vallée glaciaire. Et puis on voit l'ancien exutoire, avec ici le cours d'eau qui vient plus en aval, le Rio de Sealo, donc qui va se jeter en direction de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, le lac Général Carrera divide vers le Pacifique par cette rivière ici, qui passe cette vallée qui passe ici, qui est le Rio Baker, qui est la plus grande rivière, en tout cas en volume d'eau douce du Chili, sur lequel il y avait des grands projets de barrages, il y a eu des grandes protestations, enfin, pour l'instant ça ne s'est pas fait, hein, ça a été un sujet assez compliqué. Donc quand vous êtes ici dans la pampa argentine, vous voyez c'est semi-aride, vous voyez au fond le premier cordon morénique, et puis tout au fond ici à l'horizon, vous voyez ce plateau. Ce plateau c'est un plateau basaltique, c'est des basaltes d'arrière-arc. Donc il y a eu un grand pulse magmatique il y a 10 millions d'années à la fin du Miocène, mais il y a encore des volcans quaternaires, et c'est grâce à ces basaltes qu'on a pu dater les glaciations, parce qu'on trouve des îles qui sont recouvertes de coulées basaltiques, donc c'est bien pour dater, et on voit que les îles les plus anciens, ils ont au moins 6 millions d'années d'âge, et donc c'est comme ça qu'on a dit que les glaciations en Patagonie, en fait il y a un âge, hein. Il y a un endroit où on a trouvé un île recouvert par un basalte à 6 millions d'années, et c'est à partir de cet âge-là que tout le monde dit que les glaciations ont commencé en Patagonie à 6 millions d'années. Donc il y a une donnée. Bon, après, c'est pas non plus incompatible, on sait qu'il y a un refroidissement climatique, je crois, vers 6 millions d'années, donc c'est... quand on passe de l'autre côté des moraines, on voit qu'on a des barbes lacustres, ça c'est tiré d'une étude l'année dernière, faite par des Anglais, hein, et donc ils se sont amusés à compter les barbes, à compter les années. Donc il vous fait tout un boulot là-dessus. Moi je ne sais pas, enfin en tout cas j'ai pas essayé. Et puis donc voilà les lamines, ça c'est une photo que j'ai fait moi avec les dropstones, c'est joli. Les lamines, je ne sais pas pourquoi, elles progressent dans ce sens-là, elles progressent dans l'autre sens. Il faudra tout m'expliquer. Tu changes le courant de sens, c'est tout. Ouais. Et puis quand on va ici sur les bords du plateau, ben, on voit les terrasses de Kiem. Hein, regardez, là vous avez le lac qui est au nord, les anciennes vallées qui coulent par là, les moraines latérales qui sont ici. Donc vous avez la rivière qui coule comme ça par ici. Et puis, une fois que le glacier a fondu, les rivières qui partent vers le fond de la vallée en direction du nord. Et donc ça, j'ai même vu des gens qui interprètent ça en termes de tectonique. Et regardez, ça, les rivières ont changé de cours et du coup la région a basculé. Donc ça c'est, quand vous êtes sur le terrain, vous avez ça, là vous avez l'ancienne vallée, hein, avec les terrasses de Kiem, la moraine latérale, le lac là on le voit tout au fond, et la nouvelle vallée qui coule en direction du lac. Ouais, c'est magnifique. L'avantage de ces coins-là, c'est que c'est désertique, quand vous êtes côté argentin, et puis il n'y a aucune activité humaine, aucun anthropisme. Donc du coup, même quelqu'un qui est assez mauvais en géomorphologie, il comprend la géomorphologie glaciaire, parce que c'est tellement facile, hein, comparé à ce qu'il y a dans les Alpes. Donc ça, c'est une publique 2005, les gens ont essayé de reconstituer, donc à la fin du grand maximum glaciaire, toute la cordillère est couverte par une calotte. On a le lac Général Carrera qui se vide, du coup les autres fonds se vident par le Rio de Sealo en direction de l'Atlantique. Le lac Cochrane, la même chose, se vide en direction de l'Atlantique. Là vous avez, pour ceux qui connaissent j'ai oublié, enfin, il y a un site préhistorique fameux ici. Donc les deux lacs se vident en direction de l'Atlantique, enfin les deux glaciers se vident en direction de l'Atlantique. Un peu plus tard, la calotte glaciaire commence à reculer. On voit qu'on a un niveau, une période pendant laquelle les deux lacs continuent à se vider en direction de l'océan Atlantique. Puis il y a un moment où la calotte continue à régresser.
il y a une connexion qui se fait entre les deux lacs. Du coup, les deux lacs se mettent de même niveau et ils continuent à se vider par le passage le plus bas, qui est ici. Donc la vallée qui reste active, c'est la vallée qui vient du général Carrera et qui se vide en direction de l'océan Atlantique. Et puis aujourd'hui, donc, le lac se vide en direction du Pacifique, parce que le glacier a abandonné la vallée, hein, tout simplement. Donc la vallée s'est laissée réouverte lors de la fonte du glacier. Et quand on va sur les bords du lac, eh ben, on voit des anciennes terrasses lacustres, donc c'est des objets spectaculaires. Hein, et donc, comme en plus c'est un lac où souvent il y a des tempêtes, eh ben, on voit finalement ici l'ancien delta, le delta actuel. Et on voit même par endroits un petit cordon littoral, parce que comme il y a des tempêtes, les vagues, elles poussent des galets, elles font un petit cordon de galets, et derrière il y a une sorte de marécage qui se met un peu en place, une zone un peu humide. Et donc on voit tout préservé comme si c'était fait hier, quoi, hein, c'est vraiment spectaculaire. Et là, le bord donc là vous avez les forcettes, hein, vous avez des couches qui sont comme ceci, et ça n'a pratiquement pas été retouché par l'érosion postérieure. Hein. Donc on voit vraiment le delta presque tel qu'il était sous l'eau, sous le niveau du lac, qui était à cette altitude-là, donc à peu près 100 mètres au-dessus du lac actuel. C'est vraiment spectaculaire. Ouais, c'est super raide. On dirait que c'est plus que la pente d'équilibre. Alors c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais quand on regarde la vue Google Earth, on a le delta actuel, puis là on voit l'ancien delta, on connaît presque sa forme, donc ça n'a pas dû beaucoup être... alors peut-être ça a été un peu rattaqué par l'érosion. Oui. Non, oui. Là on voit une première terrasse qui est 100 mètres au-dessus du delta actuel, avec un delta fossile, puis là on voit une deuxième terrasse qui est 200 mètres au-dessus du delta actuel, qui est donc qui marque encore un autre niveau plus haut du lac. Et quand on regarde de l'autre côté, on voit très très bien cette première terrasse ici. Hein, donc à chaque exutoire de ruisseau, il y a des dépôts qui se mettent en place, et donc on voit la terrasse qui marque l'ancien niveau haut du lac, un deuxième niveau, et par endroits on voit même des terrasses encore plus hautes. Et c'est pas consolidé du tout? Non, c'est des sables, hein, c'est vraiment du sable. Ah oui, ça se gratte à la pelle, quoi. Et donc c'est un travail qu'on avait fait en fait, comme j'avais un GPS différentiel, je m'étais amusé, c'était quand j'étais au Chili, c'était il y a 20 ans, donc c'est les points qui sont remplis. On avait mesuré l'altitude de ces terrasses, donc tout le long du lac, donc là il y a à peu près 100 km, puis on ne l'avait jamais publié. Et donc ça on voit qu'on a le niveau actuel du lac, ici 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la première terrasse qu'on arrive bien à suivre, à peu près jusqu'à la frontière argentine. Quand on passe à l'Argentine, ça devient beaucoup plus difficile à voir parce que comme c'est désertique, il n'y a pas de rivières qui viennent se jeter dans le lac et du coup il n'y a pas de niveau de terrasse bien marqué. Et on est dans les varves et il y a beaucoup de glissements de terrain, il y a beaucoup de dépôts éoliens et du coup je n'ai pas essayé de suivre les terrasses côté argentin. Donc on voit un premier niveau de terrasse, un deuxième niveau de terrasse, donc qui marque clairement qu'on a deux niveaux lacustres qu'on peut suivre sur toute la longueur du lac. Et après, localement, on trouve des terrasses plus hautes. Mais ces terrasses, elles sont vraiment très locales et du coup, on les interprète comme étant des terrasses de Kiem locales qui se mettent en place au moment où le glacier est encore dans la vallée. Et donc, du coup, elles ont aucune signification globale sur l'ensemble du lac. Enfin, c'est comme ça que je les interprète et j'arrive pas à les suivre. Et ce qu'on voit, c'est que ces terrasses, elles sont plates, elles sont basculées. Donc, le basculement, c'est probablement le rebond isostatique post-glaciaire. La calotte qui fonde et la région qui se soulève, et du coup on a les terrasses basculées par rebond post-glaciaire. Celle de la rouge est plus basculée. Oui, nettement, oui. Il n'y a aucun doute. Parce que la calotte était plus grosse en rouge qu'en bleu La rouge est plus ancienne que la bleue, donc il y a plus de basculement, et puis sans doute quand la rouge se met en place, oui, on va y dire, il faut comprendre pourquoi il y a deux terrasses. Oui, d'abord pourquoi il y a deux terrasses. Et puis après j'avais pris un étudiant de master qui m'avait fait à Toulouse, parce qu'en fait ces terrasses maintenant qu'on a le MMT SRTM à 15 mètres là ou à 30 mètres, ils sont suffisamment grandes pour qu'on arrive à les voir. Et donc tout le boulot qu'on avait fait par GPS, maintenant on peut le faire depuis chez soi, depuis son bureau. Et donc il a rajouté les points blancs ici,
Hein, c'est-à-dire qu'au fil lui-même, il arrivait à aller voir les terrasses, c'est un petit peu moins précis, parce que certaines n'est pas très précis, mais finalement, on arrive à suivre à peu près ce niveau de terrasse, même sur Google Earth. Et donc on pourrait faire le même travail sur le lac Cochrane que j'ai pas fait. Et alors donc, oui, après, pourquoi il y a deux niveaux de terrasse? Quand on regarde l'altitude du col, ici, qui est le passage, l'ancien passage de la rivière, qui se déversait vers l'océan Atlantique, il est là. Et donc on voit que la terrasse haute, on peut probablement l'associer à l'exutoire vers l'océan Atlantique. Donc cette terrasse haute, on propose qu'elle correspond au moment où le lac se vidait en direction de l'océan Atlantique. Et puis la terrasse basse, ça nous pose un problème parce que de toute façon elle est nettement plus basse que l'exutoire vers l'Atlantique, donc il faut trouver une autre sortie aux eaux du lac. Alors j'ai un collègue qui a interprété ça comme étant un lac endorréique. J'ai du mal à le croire, j'arrive pas à le croire, parce que c'est une calotte glaciaire sur laquelle il tombe 10 mètres d'eau par an qui vient se vider dans le lac, j'arrive pas à croire qu'il ait pu être endorréique. Et en fait, on a trouvé une autre sortie qui est... donc ce qu'on a proposé, c'est que là, vous avez la sortie très ancienne du lac en direction de l'Atlantique, la sortie actuelle du lac en direction du Pacifique, et il y aurait eu une autre sortie ici, par cette vallée, en direction du Pacifique. Ça veut dire que cette vallée aurait été libérée par la glace avant que celle-ci ne se libère. Et il se trouve que l'altitude de l'exutoire ici, enfin du col qui permettrait le déversement du lac dans cette vallée, elle correspond, elle est un petit peu trop haute, et quand on fait un petit peu de géomorphologie, on s'aperçoit qu'il y a eu un cône qui s'est mis en place sur le col, donc peut-être que le col à l'époque était un peu plus bas, et en tout cas les altitudes elles semblent coller à peu près bien, pour expliquer qu'on ait eu un exutoire à ce niveau-là. Il y a un exutoire souterrain, on ne peut pas imaginer ça vers l'Atlantique. Alors après, en fait, c'était Bernard Pouillot qui avait travaillé là-dessus, il me disait que même il voyait un canyon en fait. Et ce canyon, il a été recouvert par des sédiments très récents d'un petit affluent qui arrive au niveau du col. Et donc probablement si on allait chercher l'altitude de la base du canyon, ça pourrait aller assez bien. T'as aucun âge, c'est pour ça que tu dis ancien. Ouais, j'y viens, Je fais le cours. Donc ça, c'est une sorte de, comment on va dire, de synthèse de tous les âges disponibles qui a été publié l'année dernière. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. C'est une région sur laquelle, c'est une région qui est assez facile d'accès. Du coup, les géomorphologues d'Écosse, des États-Unis, du Canada, ils y vont tous. Il y a pas mal d'âges cosmogéniques, donc les cosmogéniques doivent être, ici c'est les ronds. Il y a des âges OSL qui posent souvent problème, hein, parce que souvent ils ne sont pas tout à fait cohérents avec les âges cosmogéniques, et parce qu'il y a sans doute des problèmes de blanchiment, je sais pas, enfin, donc en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que la moraine la plus basse ici, enfin, la plupart à 18 000 ans, le glacier, il est encore là. Alors, quand on regarde les synthèses sur les vaches, ça ne saute pas aux yeux. Mais en tout cas, c'est ce que disent la plupart des publications. Hein. C'est qu'à 18 000 ans, on a le glacier qui est encore là. C'est quoi les âges là-haut 30. C'est 30, 34. J'ai pris la figure, j'ai même pas... non, mais donc ça, ce serait, si on comprend bien, c'est la moraine la plus externe. Non, parce qu'il y a des moraines très très externes qui ont plusieurs millions d'années d'âge. Oui, non, mais sur ce système-là. Oui. Mais en fait, là, t'en as encore jusqu'ici des moraines, qui ne sont pas datées par cosmogénique, qui sont datées avec les basaltes. Et les phénix, c'est 1, 2, 4. Voilà, ça c'est tous les systèmes de moraines on dirait Wurm. Je sais pas, faut refouiller dans les publics. Parce que ça colle avec le concept. Et puis en fait, en passant, nous, alors oui, parce que en plus, nous on avait proposé qu'il y ait un exutoire par ici, et les collègues m'ont dit c'est pas possible que le lac ait pu se vider par là, parce que quand on regarde la calotte glaciaire ici, encore aujourd'hui, elle vient pratiquement boucher cette vallée.
Et donc, ici, on voit qu'on est beaucoup plus loin de la calotte glaciaire. Donc, le Rio Baker, c'est forcément libérer des glaces bien avant cette vallée. Je me disais, cette explication, c'est pas possible. Donc, comme on y passait, on n'y passait pas pour ça, mais comme on y passait, on a récupéré 2-3 polis glaciaires pour faire des cosmogéniques. Mais c'est presque un travail d'amateur, mais j'ai eu les âges la semaine dernière qui ont été faits au CEREG. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, on est à... C'est un hasard, je n'avais pas les âges quand on a prévu de faire la conf. Mais donc, ça nous donne autour de 15 000 ans. Et c'est-à-dire que cette vallée-là, bien qu'elle soit très très près du glacier actuel, elle aurait été libérée par les glaces il y a 15 000 ans. C'est-à-dire avant cette vallée-là, qui est beaucoup plus loin du glacier. Je sais pas, moi, ça me surprend, moi aussi. Parce que c'était vraiment un truc qui me chagrinait dans cette interprétation. Et puis là, ce qui est bizarre, c'est qu'en passant, on en a profité pour échantillonner un poly glaciaire ici aussi. Et là, ça nous donnait 56 000 ans. Et c'est quand même bizarre, parce que 56 000 ans, je suis sûr que pourtant, à 18 000 ans, je suis sous la glace. J'ai des glaciers qui courent jusque-là. Je suis à 400 mètres d'altitude. Donc comment je fais pour avoir 56 000 ans sur un poly glaciaire en cosmogénique? Pas d'érosion. Tu l'as pas érodé. Et regardez, c'est ça, cette poly-là. Et alors c'est quand même incroyable, quoi. Mais comment j'ai pu ne pas l'éroder? J'ai un glacier énorme qui est passé au-dessus. Un glacier, ça n'érode pas nécessairement. Même quand tu as 1 km de glace sur la tête. Il faut qu'il bouge. Ouais. Est-ce qu'il y avait de la plante à cet endroit-là? Ah oui, là je suis quand même sur, regarde, je suis sur un versant. Enfin non, Non, mais la plante en la vallée glaciaire, ça s'écoulait clairement dans le sens. Oui, a priori, mais a priori. Mais si tu es sous une calotte glaciaire, au centre de la calotte, il n'y a pas d'érosion. C'est là où il y a le plus de glace, et comme il n'y a pas de vitesse, tu n'as pas d'érosion. Et en même temps, 56 000 ans, ça correspond à la Mi-S3, donc à un stade isotopique où... Bon, enfin, après, est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Non, mais c'est pas... C'est un temps d'exposition. Oui, c'est un temps d'exposition, donc c'est pas vraiment un âge. Oui, c'est pas un âge, donc ta correspondance, c'est pas... Oui, elle ne colle pas. Ouais. Et voilà, et donc là, ça c'est le profil de la rivière qui est le candidat possible pour avoir été un exutoire du lac. Donc on a un profil très hétérogène, parce que ici on voit, on a cette langue glaciaire ici qui vient presque toucher la vallée, encore aujourd'hui. Donc on a le lac derrière qui est ce petit lac là, c'est parce qu'il est bouché par la moraine frontale. Donc c'est vrai que ça paraît étonnant que cette vallée ait été libérée par les glaces il y a 12 000 ans, mais c'est pourtant les âges que je tiens, quoi. Et pas d'activité thermique encore. Si, bien sûr, il y a des eaux thermales, il y a des tas de choses. Et donc là, j'ai fait 2-3 photos là, à cet endroit-là. Donc là, vous avez le glacier qui descend du sud, vous avez la moraine, on voit bien que la moraine elle est pas vieille, puisque elle est toute instable, elle est en train de se casser la figure. Là, vous avez les autres fonds du glacier, mais il y a encore des coups de glace au pied de... Donc on voit bien qu'il est en train de reculer, mais ça doit être très récent. Et vu de l'autre côté, donc je suis sur la moraine frontale du glacier, et puis là je vois la vallée qui a été bouchée, la vallée, l'exutoire qui est bouché par, pratiquement bouché par la moraine frontale, avec le petit lac ici qui est coincé derrière, c'est ce lac-là, c'est ce lac-là, qui est dans la vallée, donc ça ici, c'est dans la vallée, avec ici la boucle de pente qui est probablement due au glacier latéral. Et pourtant, c'est là que j'obtiens mes âges à 12-14 000 ans, et puis c'est compatible avec les terrasses qu'on voit dans... Et ce glacier, c'est pas un glacier à surge, pas un glacier... Bon, là, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Des avances un peu... peut avancer. Catastrophique. Ah, ben peut-être, ouais. Comme en ce moment, par exemple. J'ai aucune idée, vraiment. Là, tu regardes vers l'est, là? Donc là, je regarde vers l'ouest. Je regarde vers l'amont. Donc je suis ici, et je regarde par là. Oui, mais c'est pas nécessairement L'autre ouest. incompatible. On a quand même des évidences que les glaciers ont pu être moins étendus qu'aujourd'hui. Ouais. Oui. Oui. Donc,
Oui, donc peut-être que depuis 15 000 ans, Peut-être que depuis 15 000 ans, ton glacier, il était remonté à... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, pour que l'explication puisse tenir, c'est qu'en même temps, pendant que cette vallée est libérée par la glace, je dois avoir l'autre au sud, la vallée actuelle, qui doit être encore bouchée. Ouais. Et à moins qu'il y ait... Alors, il faudrait peut-être faire de la géomorphologie de détail, peut-être qu'il y avait une moraine, qu'il y avait quelque chose qui a bouché. Peut-être c'est un travail qu'il faut mener un peu plus en détail et que je vais faire. Parce qu'en termes d'altitude, quand même, tes points sont nettement plus bas. Ils sont 200, enfin nettement 200 mètres plus bas. Alors, je ne sais pas ce que ça peut... Donc là, j'ai Par rapport au niveau du lac. mon ancien niveau de lac, puis après le lac qui vide par là. Oui, mais t'as quand même de la pente. Oui, il y a de la pente. Bayou, il a l'air de bien. Enfin, Oui, ça qui fait descend pas beaucoup, mais... 200 mètres en 80 km, c'est quand même une bonne pente, oui. Oui, peut-être que l'autre, il descend moins vite. Enfin, Oui, sais rien, oui. Voilà. Ouais, Je disais tout à l'heure que Bernard Pivot avait trouvé Et donc, un canyon. Il pense qu'ici, on voit un ancien canyon là, qui passe à ce niveau-là. Et ça veut dire que le fond était plus bas. Et maintenant, Ouais, Mais le canyon, le fond, la base du canyon serait par là, quoi. ouais, c'est une dizaine de mètres. Quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est pas non plus un truc. mais par rapport à l'autre, Et par rapport à ici, là, il n'est jamais allé. En fait, quand on est venu en 2005, la route n'existait pas. Hein, donc la route qui vient d'ouvrir. et par rapport à l'autre itinéraire au sud, L'autre itinéraire au sud, aujourd'hui, c'est occupé par le Grand Fleuve, hein, c'est à peu près c'est le même volume d'eau que le Rhône à Génitia, quoi. C'est quand même un gros fleuve. Et les différentes altitudes, il y a 100 mètres. Non, mais là, Voilà, et puis un dernier truc, je me suis amusé juste alors à essayer de calculer le rebond isostatique moyen, hein, parce que comme on a eu des terrasses basculées, c'est ça. Ce serait sympa de réussir à faire ça dans les Alpes, de trouver des marqueurs le long du lac Léman, c'est quand même vachement bien. Mais là, bon, on n'a pas tout le temps ça, quoi. Et donc, en estimant le basculement des terrasses, après, il faut estimer leur âge. Donc là, c'est vraiment, pour l'instant, j'ai un ordre de grandeur, quoi. Alors, dans la synthèse des âges qui a été présentée à la figure avant, il y a des tas d'âges qu'elle n'a pas voulu mettre, parce que c'est les âges de Jacques Bourgois, et ça part un peu dans tous les sens. Alors après, c'est des données quand même, hein, mais vous savez que les cosmogéniques, c'est toujours difficile à interpréter. Et donc, en tout cas, si on estime les âges, je pense que c'est un ordre de grandeur, quoi. C'est entre 10 et 20 000 ans, probablement, pour ces terrasses-là, avec le basculement qui fait de l'ordre ici, de là à là, je vais peut-être avoir 100, 150 mètres. Bon, j'ai peut-être des vitesses moyennes de rebond isostatique de 10 à 5 mm par an pour la terrasse basse qui me font basculer. Et quand on compare avec ce que donnent les GPS aujourd'hui, les GPS, alors ça c'est sur le champ, c'est une public que j'ai sorti il y a 2 ans, c'est le GPS sur le champ de glace sud, hein, donc c'est pas exactement, c'est au sud de là où on travaille, mais sur le champ de glace, oui, ils ont une vitesse verticale de 4 cm par an. Donc c'est presque 5 fois plus que ce qu'on a en moyenne ici. Et probablement, ça c'est lié à la fonte actuelle des glaces, c'est vitesse aussi grande, je ne sais pas ce que... Tu vois que quand des séries temporelles très très longues, tu vois qu'il y a une accélération ces dernières années, du moins en Islande, liée à l'accélération de la fonte. C'est pas extrapolable à l'échelle. Voilà, c'est ça. Donc, et pour tes profils là, tu as pris un modèle de géoïde ou pas? Parce que parce que sinon, selon le cas, tu peux changer tes pentes. là, c'est GPS pur. Non, là, oui, c'est de même corriger du géoïde. Hein, en fait, ce que je fais ça en GPS différentiel, je mettais une base au bord du lac et je regardais combien j'étais au-dessus du lac. Hein, c'est comme ça qu'après je rajoutais l'altitude du lac. Oui, mais donc tu as différentes bases. Oui, si ton géoïde est pas plat, tu n'as pas une altitude, tu n'as pas un système unique de référence. C'est quand même pas si grand que ça. Parce qu'il utilise le lac qui doit se mettre... donc je déplace ma base, hein, donc c'est-à-dire que Mais sur le lac Donc je mets une base au bord du lac, d'accord. Je mesure combien au-dessus, je mesurais combien elle était au-dessus de l'eau. Donc tu as franchi le plan. Oui, voilà, enfin en gros je m'affranchis parce que... C'est quand même pas si grand que ça, géoïde, il va pas si vite. là, entre un côté et l'autre. Et puis après, c'est assez aussi cohérent avec les altitudes de SRTM, quoi. Donc, dans lequel j'ai a priori pas ce problème géoïde.
Mais là, ce que tu as mesuré, c'est le basculement, donc c'est des vitesses minimales du point qui est Mais il y a eu des modèles faits de glaciation. Ouais, il y a des modèles publiés, mais pareil, je me suis pas beaucoup... Le rebond isostatique, c'est quand même compliqué. En fait. Ouais, donc il y a des modèles faits par des gens qui ont essayé d'étudier la déglaciation depuis le dernier maximum glaciaire, et ils montrent qu'on a une réponse pratiquement jusqu'à la côte atlantique, effectivement. Oui, c'est ça, c'est très long, c'est en sens là que... Oui, donc effectivement, là, c'est que la longueur d'onde est très importante. C'est vraiment un travail préliminaire. Alors ceci dit, quand tu regardes les données GPS au-delà de Richter, si tu regardes les vitesses verticales sur l'ensemble de la zone, c'est vraiment, c'est sur le champ de glace que vraiment ça pique beaucoup par rapport à un truc à plus grande longueur d'onde. Il y a vraiment un effet local dû à la glace à plus courte longueur d'onde que le grand effet. Bon, après, cette histoire-là qui est finalement simple, elle est probablement un peu plus compliquée parce qu'il doit y avoir des réavancées temporaires des glaces. Donc, est-ce que ton niveau initial, en termes de sédiments, qu'est-ce qu'il y a au sommet des terrasses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'horizontal, tu peux le savoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui prograde et qui a une pente, même minime, même tu peux rajouter mais donc les terrasses, quand on les voit, ce qu'on essayait de dater, c'était ça. C'était quand on réussissait à voir on datait ça. Après, la terrasse, c'est un cône en fait. Donc effectivement, hein, ça, il y a une petite pente. Et sur certaines, tu vois très très bien. Si tu prends l'altitude d'ici, c'est pas l'altitude du lac. Hein, donc chaque fois, on essayait de se mettre à peu près au niveau de la rupture de pente. Ouais, parce que longitudinalement au lac, toute cette surface, dès le départ, elle est horizontale. C'est ce qu'on suppose. Ça dépend si c'est synchrone. Ouais. Si c'est synchrone, le lac te donne l'horizontal. C'est des cônes à différents endroits dans le lac. Après, si on réussissait à bien dater ces terrasses, on pourrait même estimer des volumes, comparer le volume des cônes, quoi, et comparer l'évolution de la vitesse d'érosion au cours du temps. On peut comparer le volume ancien du cône. Si je sais que mon cône il a duré 4000 ans, voilà, j'ai fait ce volume-là. Bon, ça demande du travail, hein, ça demande. Peut-être pour la petite histoire, hein, c'est les Chiliens et les Argentins, ils ont failli se faire la guerre à cause de ça, parce que quand vous êtes au nord du pays, la frontière c'est facile, c'est la montagne et c'est la ligne de partage des eaux. Donc quand les rivières coulent vers le Pacifique, c'est au Chili, quand elles coulent vers l'Atlantique, c'est en Argentine. Et puis quand vous êtes ici, les Argentins disaient la frontière c'est les sommets, donc la frontière passe là. Et puis les Chiliens disaient, mais non, la frontière, c'est la ligne de partage des eaux, donc la frontière, elle passe ici. Et du coup, ils ont, les premiers voyageurs, ils déviaient les rivières. Donc ils déviaient les rivières pour qu'elles partent chez eux, comme ça, c'était à eux. Et puis finalement, ils ont fini par trouver un accord, elles passent un peu entre les deux, elles passent ni là, ni là-bas, elles passent à peu près ici. Mais ça a été un sujet assez étendu pendant longtemps. Ça leur a jamais pris aux Argentins de creuser l'ancien exutoire de Mais c'est ce qu'ils ont fait. En fait 200 mètres là, il y a un village qui s'appelle Perito Moreno, et Perito Moreno, c'est l'explorateur argentin. Il y avait une rivière qui coulait ici, qui butait contre la moraine frontale et qui partait dans le lac, et donc il a dévié la moraine, il a dévié la rivière, il a creusé la moraine frontale pour que la rivière parte par ici. Et pour récupérer un bout de territoire. Et d'eau aussi, du coup. Et de l'eau aussi, bien sûr, parce qu'eux, ils ont besoin d'eau, ce qui n'est pas le cas des Chinois. Bon, ben... Merci. Et sur ton deuxième